Delon Madavant, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos spectateurs? Bonjour, je suis docteur en géographie de l'université de Sorbonne Université. J'ai réalisé ma thèse sur les minorités tamoules à Colombo, Kuala Lumpur et Singapour. Ensuite, j'ai fait un postdoctorat à l'Université de Québec à Montréal, au laboratoire du Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud et sa diaspora, dont je suis chercheur actuellement. Et je suis aussi membre du centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud de l'HESS CNRS. Et j'ai également fait un visiting à Cornell University au département des études asiatiques et au sein du programme d'études sur l'Asie du Sud. Alors, on parle depuis plusieurs semaines de Sri Lanka. Donc, si je comprends pas, on ne dit pas du Sri Lanka, on dit de Sri Lanka. Oui. Et alors aujourd'hui, donc on est ensemble ce mardi 26 juillet. Quelle est la situation actuellement sur l'île? Alors la situation elle est un peu compliquée. Il y a eu des élections présidentielles mais un peu particulières, étant donné que le président Gotabaya est parti en exil et qu'il a démissionné. Il a désigné son premier ministre, Ranil Wickremesinghe, pour être premier ministre. Le 20 juillet dernier, il y a eu des élections, alors pas au suffrage direct comme d'habitude, mais là ce sont les parlementaires qui ont élu du coup celui qui était alors Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, comme président de la République. Mais cela a beaucoup déçu la population qui s'est sentie une nouvelle fois trahie. Parce qu'en fait, le Parlement, le problème c'est que c'est un Parlement qui reflète la réalité il y a de 2019 en fait, lorsque la population et la majorité singalaise bouddhiste avaient élu triomphalement Gotabaya, Rajapaksa, qui aujourd'hui est totalement uni et que la population rejette. Et Ranil Wickremesinghe, c'est un peu particulier, c'est qu'il a été nominé il y a de ça à peu près 2 mois, lorsque le grand frère de Gotabaya Rajapaksa, Mahindra Rajapaksa, qui était alors Premier ministre, a démissionné suite justement aux protestations et l'envahissement de sa résidence. Alors là aussi c'est un peu compliqué, c'est que les Rajapaksa, disons, ils ont une façon de, de pratiquer le pouvoir qui peut être très autoritaire. Et ça, c'est un clan familial. Il faut savoir qu'il y avait presque une vingtaine de personnes qui étaient à la présidence, donc qui avaient le poste de président, de premier ministre, mais qui étaient aussi dans le cabinet ministériel et au Parlement. Donc c'est presque c'est du népotisme politique qui est dénoncé par la population. Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement qu'on a, c'est vrai que vu de France, on a d'abord cette impression que c'est un mouvement uniquement une crise économique, mais vous avez aussi une crise sociale et politique. Et il y a ce fameux mouvement de Laragalaya, qui veut dire en singalais en lutte. Et c'est en fait, depuis plus de 4 mois, c'est en fait les gens ordinaires, le peuple, qui se retrouvent en lutte contre, si on veut, le clan Rajapaksa, mais qui est aussi symbolisé pour eux par les 225 membres du Parlement et leurs alliés politiques. Et l'idée pour ces manifestants qui se proclament en lutte, c'est de changer radicalement la société, et en particulier ce système politique et cette vieille classe politique qui depuis près de 4-5 décennies euh, tient les rênes du pouvoir, mais en divisant les Sri Lankais, en jouant sur euh, l'animosité vis-à-vis de minorités. Donc ça a longtemps été les Tamouls, mais depuis la fin de la guerre en 2009 et la victoire sur les Liberation Tigers of Tamil Eelam, la minorité musulmane a été particulièrement ciblée. Vous avez eu plusieurs attaques plus ou moins organisées par des mouvements intégristes bouddhistes qui étaient en fait plus ou moins qui étaient soutenus par les Rajapaksa, notamment Gotabaya, mais également contre les minorités chrétiennes ont aussi été visées. Euh, donc
tout ça fait que c'est très difficile pour la population d'accepter le nouveau président qui en plus, lorsqu'il a été nommé comme président intermédiaire, les 2 premières résolutions qu'il a eues, ça a été d'une part de déclarer l'état d'urgence, ce qui a été contesté par la population et les juristes. Vous avez pendant 100 jours, plus de 100 jours, des manifestants pacifiques et il y a eu de rares débordements, mais souvent causés par l'exécutif qui a essayé d'intimider les manifestants, soit en envoyant des personnes proches de la famille politique essayer d'agresser ces manifestants, ou en envoyant des policiers chargés soit des journalistes, soit des manifestants. Ce mouvement, il y a aussi cette volonté pour les membres de cette révolte, entre guillemets, aussi de poursuivre le clan Rajapaksa pour toutes les allégations de corruption qui sont très nombreuses, mais aussi pour des crimes politiques qui ont été conduits par les Rajapaksa ou encore des alliés ou des personnes qui sont protégées contre des minorités, contre des gens de la société civile, des journalistes, et également au niveau des minorités, notamment pour les crimes de guerre qui ont été commis. Il y a énormément des centaines de milliers de Tamouls qui ont disparu. Il n'y a toujours pas de retour sur ce qu'il en est de leur sort. Vous avez en fait, dès la fin de la guerre, les Nations Unies qui ont voulu condamner un certain nombre de leaders de l'armée sri-lankaise pour crimes de guerre. Et là encore, c'est l'actuel président du coup, Wickremesinghe, qui, même s'il n'était pas dans le même camp politique que les Rajapaksa, qui avait affirmé qu'il ne laisserait aucun militaire sri-lankais être poursuivi et que ce sont des héros. Donc tout ça fait que c'est vraiment une situation très particulière, mais ce qui est intéressant, c'est que vous aviez hier la célébration du pogrom anti-tamoul qui a eu lieu en 83. Donc pour rappeler un peu, c'est dans le nord de l'île, qui est alors où les séparatistes tamouls du Liberation Tigers ont multiplié les attentats. Vous avez un attentat qui coûte la vie à 13 soldats, et en représailles, le parti qui est alors en pouvoir, l'UNP, qui est le parti de l'actuel président, en fait favorise le développement d'agressions contre la minorité tamoule à Colombo, et ce pogrom va s'étendre presque dans l'ensemble du sud de l'île en fait. Et d'habitude, ce sont surtout uniquement les Tamouls qui célèbrent la mémoire de ces pogroms, qui est un peu un repère important dans l'histoire de Sri Lanka, parce que pour certains, c'est symboliquement le début du conflit armé. Donc, si je comprends bien, les manifestations qu'on a vues et les images, notamment de l'envahissement du palais présidentiel, qui se sont diffusées à vitesse grand V sur les réseaux sociaux, dans les médias internationaux, finalement, c'est la cocotte minute qui explose. Et les revendications des manifestants sont plus multiples, à la fois historiques, sociales, économiques, politiques, institutionnelles, c'est ça ? Alors les revendications sont multiples. Alors elle est bien sûr liée à la situation de pénurie alimentaire, d'inflation. C'est une crise alimentaire sans précédent à Sri Lanka depuis son indépendance. Et c'est quand même un pays qui a connu plusieurs dizaines d'années de guerre pourtant. Donc c'est ça qui a fait sortir. Et ça, et surtout le fait que le président avait annoncé qu'il y aurait régulièrement au moins 13 heures de coupure d'électricité. Sri Lanka, c'est un pays... Par jour. Moi j'étais au Tchad à ce moment-là, en train de conduire une mission, et mes collègues tchadiens ne comprenaient pas ce qui posait problème, parce que ça arrive souvent au Tchad. Mais à Sri Lanka, c'est un pays qui a un niveau de vie moyen supérieur, comme on dit. Donc les indices de développement étaient supérieurs à ceux de l'Inde, par exemple. Donc 95% de la population avait accès à l'électricité pour un coût relativement abordable.
le niveau de scolarisation est très élevé. L'éducation est considérée comme un des principaux vecteurs d'ascension sociale. Vous avez une remise en cause finalement de tous ces acquis par cette crise. Il y a quelque chose de très symbolique, il y en a plusieurs, c'est qu'au niveau de la santé, les médecins ont tout de suite alerté l'urgence de la situation et ils craignaient que Sri Lanka finalement il y ait plus de morts à cause de cette crise que à cause de la pandémie du Covid-19. Vous avez des examens qui n'ont pas pu être conduits parce que le gouvernement était plus en mesure d'acheter du papier. Vous avez aussi une situation qui a été aggravée par un ensemble de mauvaises décisions du gouvernement, de mauvaise gestion. Donc en fait, dès qu'il arrive au pouvoir, Gotabaya, il adopte des mesures populistes. Donc il baisse les impôts. Donc il y a 7 taxes qui ont été supprimées. La TVA a aussi baissé. Alors dans un pays qui traditionnellement a une balance des paiements déficitaire parce que Sri Lanka importe plus qu'elle n'exporte, ça a mis les finances du pays encore plus en difficulté. Et il faut aussi ajouter à ça en fait cette décision, alors on reviendra après, mais de passer à l'agriculture biologique. Alors là aussi c'est parce qu'en fait Sri Lanka en fait n'avait plus de devises en monnaie étrangère. Donc le président qui en 2019 avait promis de soutenir encore plus l'agriculture en facilitant l'accès aux engrais et aux pesticides chimiques. Là, comme il n'est pas capable d'acheter ces produits, il fait en fait de la com en disant qu'il va plutôt promouvoir l'agriculture biologique pour la santé des Sri Lankais, mais vraiment littéralement du jour au lendemain imposer aux agriculteurs interdire aux agriculteurs l'accès à tout produit chimique. Ils ne pouvaient plus de toute façon parce que l'État n'était plus en mesure d'acheter quoi que ce soit. Mais les conséquences ont été terribles, c'est que les agriculteurs n'avaient ni la formation, ni le temps de se préparer, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi plus de main d'œuvre aussi pour pratiquer l'agriculture bio. Alors dans l'agriculture sri-lankaise, vous avez aussi la plus connue, c'est le secteur du thé. Et là aussi, c'est que le Sri Lanka est en concurrence avec d'autres pays, donc il faut que ça reste une agriculture rentable, et ça n'a pas marché. Vous avez de nombreux agriculteurs qui ont été obligés en fait d'arrêter tout simplement de cultiver parce que c'était plus possible. Et ceux qui ont réussi à cultiver, leur rendement a été moindre. Alors la conséquence immédiate, c'est que Sri Lanka a été amené à réimporter du riz, mais toutes les autres productions agricoles qui permettent de fournir les aliments de base de la cuisine sri-lankaise, du fait que Sri Lanka n'était plus capable d'importer et que dans le même temps la production a chuté, le prix a été augmenté. C'est l'inflation pour la population. Une inflation en plus qui a aggravé une autre inflation, c'est que Gotabaya en fait très vite en fait s'est retrouvé dans une position où son gouvernement était endetté et il a refusé d'écouter les conseils de ses conseillers qui lui disaient d'aller voir le Fonds monétaire international. Au lieu de faire ça, il a plutôt continué à essayer d'obtenir des crédits, alors de la part de la Chine, de l'Inde, du Bangladesh, de la Corée, du Japon, repoussant finalement le problème jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de devises en monnaie étrangère. Et alors le problème des devises, c'est lié aussi aux attentats de 2019 qui avaient déjà un peu impacté sur le tourisme, qui est l'un des principaux secteurs qui permet à Sri Lanka d'avoir des devises étrangères. Justement, moi je me souviens, il y a 4-5 ans à peu près, Sri Lanka était présenté comme une sorte d'exemple de ce que des pays de ce profil-là pouvaient faire, c'est-à-dire après quand même des décennies de guerre civile, la spécialisation sur le tourisme, sur une agriculture
appelons ça durable, avait été pendant longtemps présenté comme une sorte de modèle à suivre pour des pays de la région ou même d'autres pays au profil de développement ou économique assez similaire. Alors justement, comment est-ce qu'on est arrivé à la situation à laquelle on est aujourd'hui? Alors, comment on en est arrivé là? Il y a la pandémie qui n'a pas aidé, hein. C'est évident. Sri Lanka s'est peut-être presque replié 2 ans sur elle-même. Donc, et ensuite, vous avez eu le variant entre guillemets indien. Ça n'a pas non plus aidé à faire venir les touristes. Donc, ça a vraiment rajouté aux mauvaises décisions qui avaient été prises par l'exécutif sri-lankais. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le président Gotabaya, avec l'article 20, avait renforcé les pouvoirs du président. Donc il n'avait plus vraiment personne pour le contester. En principe, c'est plutôt un régime... Alors c'est un régime présidentiel, mais où le Parlement avait un important pouvoir. Et là, en fait, c'est l'une des revendications des manifestants, c'est qu'on réduise le pouvoir du président. Et là, Gotabaya est le meilleur exemple, parce que si on tombe sur un leader qui détourne beaucoup d'argent et en plus gouverne seul sans écouter les conseils des techniciens, on arrive à la situation de banqueroute économique actuelle. Donc là, l'idée, ça serait de revenir sur un système en principe parlementaire. Mais alors là, ça va vraiment aussi dépendre de comment Wickremesinghe, qui du coup se retrouve président et qui vient d'investir un allié proche des Gotabaya comme Premier ministre, va faire. En sachant que le Premier ministre qui vient d'être élu se veut de tradition un peu plus sociale, avec une forte intervention de l'État. Wickremesinghe est plutôt un partisan du libéralisme économique et qui est plutôt pour les privatisations. Donc vous allez sans doute avoir des tensions, et Wickremesinghe n'a pas d'appui politique en fait. Donc il dépend du parti du président. Donc c'est vrai que ça va être très 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 compliqué à gérer pour ça. Et vous avez parlé beaucoup donc de la crise économique à une échelle macro, on peut dire, mais concrètement dans la population sri-lankaise, comment est-ce que ça se manifeste? Vous avez parlé des coupures d'électricité, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres manifestations. Là, c'est simple, c'est qu'il y a de forts risques de famine à Sri Lanka et de retour de malnutrition. Vous avez le programme alimentaire mondial déjà qui a dit que... Alors l'ONU a dit qu'il y avait près de 80% de Sri Lankais qui souhaitaient un repas. Le programme alimentaire mondial, eux, disait que un Sri Lankais sur 5 était susceptible d'être en situation de malnutrition prochainement. Et ça avait été annoncé par le ministre de l'Agriculture lorsque Gotabaya avait fait son choix de passer à l'agriculture bio. Donc il y avait des alertes. Maintenant, c'est vrai que c'est très difficile pour la population parce c'est une population qui avait pour la majorité en fait accès à de la nourriture. Là, du coup, c'est que la consommation de viande, de poisson, d'œufs est devenue exceptionnelle. Comme je l'ai dit, le problème c'est que leur passage au bio, enfin soi-disant bio, faut faire attention parce que du coup c'est pas un passage au bio, mais l'arrêt plutôt de l'importation des produits, des engrais chimiques et des pesticides, ça a vraiment conduit à une baisse drastique, mais également du coup des denrées alimentaires végétaux en fait. Donc même pour ceux qui avaient déjà décidé de se priver des protéines animales, ils se retrouvent aussi avec une moins facile accessibilité aux lentilles par exemple qui sont très importantes, au riz, etc. Donc c'est vraiment une baisse du niveau de la consommation en nourriture, les adultes se privant pour donner aux enfants. Après, c'est aussi toute l'économie informelle en fait. On a vu dans les différents médias ces fameuses queues maintenant de plusieurs jours pour pouvoir avoir le plein. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait c'est que
ces chauffeurs de three wheel, comme on dit en anglais, de Atto en tamoul ou à Sri Lanka, ils sont au cœur de la vie de beaucoup de Sri Lankais, de l'activité économique et surtout informelle, mais même formelle finalement. Il y a des gens qui venaient en voiture ou en auto au travail, ils sont plus en mesure de venir. Donc ça c'est un problème. Pour emmener les enfants à l'école, ça aussi c'est un problème. Pour les urgences, vous avez le cas d'une mère qui a vu malheureusement son enfant mourir dans ses bras parce qu'il n'y avait pas moyen d'emmener à temps son enfant aux urgences. Donc c'est quelque chose de très difficile à supporter pour les Sri Lankais, parce que comme je le disais, avant 2019, en fait, Sri Lankais n'était pas confronté à de telles pénuries. Alors, la pénurie de carburant, il faut aussi dire que ça a des conséquences pour plusieurs industries, par exemple, qui dépendent de l'approvisionnement en carburant. Il faut aussi dire qu'il y a plus de médicaments. Enfin, l'approvisionnement est très difficile. Donc, l'Inde, par exemple, avait octroyé des lignes de crédit, mais uniquement pour pouvoir acheter des médicaments et des denrées alimentaires. Donc ça a permis de soulager un peu la population, mais vous avez le traitement du cancer et d'autres traitements qui nécessitent des médicaments ou des thérapies un peu plus coûteuses, où on a besoin de l'aide de l'étranger. Là les patients se retrouvent totalement abandonnés et les médecins sont sans moyens pour les aider. Alors en sachant que Sri Lanka, il y a vraiment en plus cette idée que ça a longtemps été un état socialiste, qu'il faut aider la population, le bien-être de la population. Donc le niveau des traitements qui étaient alloués à la population était très bon en fait. Donc, Et vous avez évoqué précédemment dans une de vos réponses le lien que Sri Lanka entretient avec la Chine. Et c'est vrai que Sri Lanka est très souvent montré comme un exemple de cette cible étrangère pour Pékin, justement, d'investissement, de peut-être l'un des lieux d'arrivée de ces nouvelles routes de la soie. Justement, quel est ce lien entre Sri Lanka et Pékin ? Actuellement, c'est 10% de la dette étrangère, la Chine. Alors, après, il faut peut-être pondérer. Le Japon a aussi 10% de la dette. Là, ce qui pose problème peut-être avec la Chine, c'est que d'une part, c'est qu'elle est quand même réclamée directement la souveraineté d'un territoire sri-lankais. Malgré cet épisode Amba Total et Rajapaksa ont aussi emprunté beaucoup d'argent par la suite pour officiellement permettre au renouvellement urbain de la ville, en créant cette fameuse tour Lotus qui ne sert pas à grand chose, et pour faire de Colombo une capitale au rayonnement international comme Kuala Lumpur, Dubaï et j'en passe. Mais pour la population, en fait, il y a une cristallisation par rapport à la Chine, parce qu'il y a cette peur que la Chine finalement prête pour derrière récupérer des assets en fait sri-lankais, ou éventuellement demander à pouvoir avoir le contrôle sur certains secteurs économiques. Alors le port d'Ambatota, c'est un port stratégique, et il faut savoir que c'est vraiment la Chine qui a offert à l'époque, c'était Mahendra Rajapaksa, d'accorder des crédits très généreux à Sri Lanka de façon à construire ce port-là, et d'autres infrastructures. Alors Ambatota, c'est pas anodin. Alors c'est stratégiquement intéressant parce que c'est un port en eau profonde, mais c'est aussi le fief traditionnel de la famille des Rajapaksa. Donc vous avez aussi un aéroport international qui a été construit, mais il n'y a aucun avion qui est atterri. Donc vous avez beaucoup de malversations, de détournements de fonds qui ont été réalisés. Vous avez aussi ensuite, alors le port d'Ambatota, c'est intéressant parce que Sri Lanka n'étant pas capable de rembourser les prêts, le crédit, la Chine a proposé
en échange d'effacer la dette, en échange que Sri Lanka cède sa souveraineté sur le port pour 99 ans. Ce qui fait que potentiellement la Chine est capable d'envoyer au sud de l'Inde des navires de guerre de sa flotte en fait. Donc ça c'est un élément important. On sait que diplomatiquement c'est pas anodin aussi. Sri Lanka du coup sous les Rajapaksa a été un allié important de la Chine. Mais je dirais que c'est plus que Sri Lanka, c'est vraiment la famille Rajapaksa. Et là, le jeu des Chinois était plutôt d'utiliser cette famille et sa volonté de s'enrichir au détriment de Sri Lanka. Et tout ça, bien sûr, contre les intérêts de l'Inde. Il faut savoir que la relation de Sri Lanka et de l'Inde est un peu particulière. Parce qu'à Sri Lanka, du coup, vous avez une majorité singalaise avec deux minorités, une minorité tamoule et une autre minorité musulmane. Les Singalais, même s'ils sont majoritaires dans l'île, ils ont souvent eu cette appréhension d'être minoritaires à l'échelle de l'Asie du Sud. Parce qu'au niveau de l'Inde, vous avez l'état du Tamil Nadu, où vous avez plus de 60 millions de Tamouls. Donc ils ont cette idée-là. Donc il y a toujours une petite méfiance et l'Inde était intervenue lors du conflit à plusieurs reprises en 87 quand les leaders politiques de l'époque décident de régler militairement la question tamoule. Donc à l'époque cette multitude de mouvements séparatistes tamouls qui voulaient un État indépendant pour les Tamouls, le Tamil Eelam. Colombo envoie en fait toutes ses forces navales, aériennes et terrestres recapturer le nord de l'île où vous aviez des groupes paramilitaires qui faisaient des sabotages, et sous la pression des Tamouls de Chennai, vous avez New Delhi, donc les Tamouls de Chennai, donc d'Inde. New Delhi se voit contraint d'envoyer des ravitaillements, de larguer dans le nord des premières aides, et fait pression sur Colombo pour engager un processus de paix et surtout un cessez-le-feu. Et l'Inde va envoyer en fait une force d'intervention de maintien de la paix, la APKF, qui est connue comme étant un peu le Vietnam indien en fait. L'Inde va venir, et l'une des exigences de Colombo, ça va être de désarmer les différents groupes paramilitaires tamouls. Et finalement, l'un des groupes qui va devenir majoritaire, le Liberation Tigers of Tamil Eelam, va refuser. Et là, les troupes indiennes qui n'étaient pas du tout préparées à une guerre de guérilla urbaine, finalement, vont pas réussir du tout à contrôler la situation. Elles vont réaliser plusieurs exactions à l'encontre des populations, du fait que l'une des stratégies des Tigres a été aussi de se cacher au sein de la population. Et ce qui est assez intéressant aussi là, c'est que ces différents groupes paramilitaires à l'origine avaient été accueillis et entraînés dans l'état du Tamil Nadu en Inde. Donc on voit aussi toute cette complexité qu'il peut y avoir. Et ce qui fait que pour la communauté singalaise, il y a aussi cette volonté de s'éloigner un peu parfois de New Delhi. Donc là, avec Beijing, c'était aussi d'essayer d'avoir un autre allié, en sachant que en 2009, quand la guerre se termine, vous avez la communauté internationale qui réclame des comptes par rapport aux crimes de guerre. Et l'Inde est dans une position où elle a quand même sa propre minorité tamoule qui demande aussi à ce que Colombo et les Rajapaksa et le régime militaire soient condamnés ou poursuivis au moins. Donc l'Inde ne peut pas se positionner, et à l'inverse vous avez la Chine qui, elle, en plus de prêter de l'argent, soutient diplomatiquement et demande à ses autres alliés politiques à travers le monde d'empêcher les Occidentaux de faire voter à l'ONU un vote qui condamnerait Sri Lanka pour
et qui réclamerait justement la constitution d'un tribunal, par exemple, pour juger des crimes de guerre qui ont eu lieu. Mais est-ce que la crise actuelle que traverse l'île, est-ce qu'il y a un risque de voir des tensions communautaires se réaliser de nouveau? Euh, c'est pas impossible. Disons que là, c'est un moment particulier, mais il faut savoir qu'à Sri Lanka, vous avez plusieurs sociétés civiles. Et je dirais même à Sri Lanka et en diaspora. Du coup, alors vous avez bien à Colombo euh, on voit bien par exemple dans les images des Tamouls, des musulmans, des Singhalais à Colombo. Mais dans le nord, ils étaient déjà plus réservés parce que le nord, en fait, vous avez uniquement des Tamouls et quelques musulmans. Et là, il y avait une crainte que l'armée, alors c'est une région qui reste, malgré la fin de la guerre, très militarisée par des forces singalaises. Je dis singalaises parce qu'en fait l'armée est principalement singalaise et que la population du coup ressent ça vraiment comme une occupation et que si la population sortait manifester comme à Colombo, eux auraient peut-être risqué d'être vraiment pris à partie et agressés. Donc, et il y a aussi une partie des membres de la minorité tamoule qui n'ont pas abandonné l'idée d'avoir un État indépendant. Alors un peu à Sri Lanka même, mais beaucoup en diaspora, ce qui fait que vous avez très peu de membres de la diaspora tamoule en France, par exemple. C'est la première communauté sud-asiatique en France métropolitaine. Et par exemple, vous n'avez pas eu beaucoup de démonstrations, alors que si on se rappelle en 2009, vers la fin de la guerre, il y avait énormément de démonstrations à La Chapelle. Donc je dirais, un- il y a une joie de voir la famille Rajapakse, qui sont considérés comme auteurs de crimes contre l'humanité et de génocide, les voir chuter. Mais d'un autre côté, il y a pas exactement les mêmes intérêts que celles qu'on peut retrouver par rapport à ces Sri Lankais de l'île qui se mobilisent pour l'Aya. Donc c'est cette lutte. Et à l'intérieur même de Sri Lanka, on voit bien que le nord de l'île, ils sont partagés en fait entre parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes griefs, les mêmes combats. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est par contre dans le sud et notamment à Colombo, on a pu voir que des Singhalais désormais se faisaient écho de plusieurs griefs qui jusque-là étaient uniquement soulevés par les Tamouls, donc sur les disparitions de personnes pendant la guerre, sur les crimes de guerre. Ils vont pas jusqu'à crimes contre l'humanité, mais c'est qu'ensuite dans la faction même des Singhalais par exemple, vous avez quand même certains moines bouddhistes intégristes qui du coup vont pas laisser aller jusque là. Donc pour le moment je dirais qu'il y a quand même une alliance de circonstances. L'urgence c'est vraiment de se débarrasser des Rajapakse et par extension de ce nouveau président Wickremesinghe pour repartir sur un nouveau modèle social, un nouveau pacte social et surtout essayer de sortir de cette crise économique. Mais là aussi, c'est peut-être ce qui parfois est difficile pour des médias étrangers qui du coup ont peut-être des grilles de lecture trop simplistes. Pour eux, en fait, ils sont dans cette situation parce que c'est politique et il faut savoir que dans les 10 Sri Lankais les plus riches, vous avez quand même 8 hommes ou femmes politiques. Donc vous aviez des présidents, premiers ministres, la famille Rajapakse est très très bien représentée et il y a surtout eu d'énormes détournements d'argent, de corruption et qu'en fait Sri Lanka est dans cette situation parce que cette famille et ses alliés ont volé le pays en fait et volé le futur des prochaines générations. Il faut savoir que Sri Lanka avait quand même beaucoup d'atouts, notamment pour l'informatique par exemple. Là, et les informaticiens ont participé, comme beaucoup d'autres personnes des classes moyennes, à cette lutte. Ils ont, par exemple, empêché au tout début, il y a eu cette tentative d'interdire ce qu'on voyait ces dernières années dans beaucoup d'autres pays,
interdire les réseaux sociaux. Et là, en fait, ils ont tout de suite trouvé des solutions alternatives. Ils ont mobilisé en ligne. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que avec les coupures de courant, en fait, ces personnes, en fait, ne sont plus capables de respecter les délivrables. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez certains qui, du coup, leur compagnie les a transférés dans des pays en Inde, au Vietnam, ou même dans des pays occidentaux. Et le problème, c'est que des compagnies finalement ferment au profit d'autres pays aux alentours où il y a par contre cette stabilité économique. Et il faut aussi savoir que l'éducation a été perturbée par ces années de Covid. Là, avec cette crise économique, vous avez des examens qui n'ont pas été passés, ça va être très difficile aussi. Donc, il y a de fortes chances que Sri Lanka, qui avait cette chance d'avoir un système éducatif qui permettait à beaucoup de Sri Lankais, par le mérite, de pouvoir accéder à des emplois, je dirais, qualifiés, et pour certains même d'être recrutés à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient ou en Occident ou à Singapour, comme ingénieur informatique ou autre, peut-être de perdre ces possibilités-là à cause de cette crise. Delon Madavant, merci beaucoup. Merci à vous.